Alors, bonjour et bienvenue à toutes, à tous à ce rendez-vous qui est maintenant récurrent. On l'a appelé une heure avec Toast. L'idée étant que on va passer une heure au maximum ensemble à discuter d'un sujet qui, je l'espère, on pourra creuser, aller en profondeur, aller dans les détails là, et pas trop rester en surface. Et puis, comme à chaque épisode, à chaque fois qu'on le fait, ben on a quelqu'un qui se joint, entre autres, à moi. Je me présente d'abord, Alexandre Gravel, associé fondateur chez Toast, le groupe Toast, qui essentiellement est composé de deux grandes divisions. Une première division, Toast Studio, celle avec laquelle vous allez passer la prochaine heure, qui se spécialise en contenu de marque et en marketing de contenu. Et on a une autre division qui s'appelle Avanti Toast, qui travaille en production télévisuelle. Le dernier épisode était d'ailleurs avec mon associé Yann Kenville, où on a parlé de storytelling et de ce qui fait là, un bon show, quelque chose qui fait du contenu d'impact, comme on pourrait vouloir dire. Mais aujourd'hui, vous remarquerez, quand on reçoit de la visite importante, on s'habille comme du monde. J'ai mis veston, je me suis même mis une chemise. Si vous regardez pour ceux qui le regardent en vidéo, si vous regardez les derniers épisodes, je portais tout le temps un t-shirt. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais porter une chemise et j'ai donc l'honneur de passer la prochaine heure avec Noémie Labelle. Salut Noémie. Allô, allô? Merci du privilège du veston. Ah ben voilà, ben il est sorti, il est tout propre, il a été repassé et tout, vraiment pour toi. Donc Noémie, on travaille ensemble, collaboratrice spéciale chez Toast et stratège de marque, stratège de contenu aussi. Donc on travaille sur une base régulière ensemble. Et puis l'idée aujourd'hui est vraiment de faire un peu un arrêt sur image, puis de regarder vers l'avant. Parce que s'il y a une chose qui est constante dans la réalité qu'on vit, nous spécifiquement du côté de Toast Studio, c'est ce changement constant. J'étais dans une session de coaching avec un collaborateur, un client, je veux dire, juste avant d'embarquer en ondes ici. Et puis, une des choses qu'on a discuté, c'était le lancement de TikTok Notes. Et c'était la question à savoir, est-ce que cette marque-là devrait se lancer? Comment se lancer? Est-ce qu'il devrait y avoir quelque chose qui est fait par rapport à ça? Donc, on a vraiment décortiqué un peu les questions à se poser quand vient le temps d'embarquer une nouvelle plateforme ou de réfléchir à l'intégration d'une nouvelle plateforme. Mais cette réalité-là, de se poser ces questions-là sur une base régulière, ben on le vit depuis une décennie, 2 décennies presque. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Il y a tout le temps du changement. Là, je vous donne l'exemple d'un canal de diffusion, mais c'est la même chose avec les formats, c'est la même chose avec les outils, c'est la même chose avec les façons de faire. Et c'était le sujet qu'on avait envie de discuter, Noémie et moi, aujourd'hui. Noémie m'a envoyé des notes parce que la formule, pour ceux qui nous suivent le savez, de façon alternée, j'interviewe les gens ou quelqu'un m'interviewe, que ça soit Chante, ça aurait pu être Noémie. Aujourd'hui, c'est moi qui vais interviewer, façon de parler, Noémie. On va avoir cette conversation-là. J'ai des pages de notes avec moi là, parce que le sujet est foisonnant. Noémie m'a envoyé ça. Alors moi, je pars un peu à l'aveugle parce que j'ai lu les notes, mais juste assez pour pouvoir rester surpris par la conversation. Mais voilà. On part ça. Noémie, si on prenait un moment, là, je viens de parler du fait qu'il y a du changement constant, il y a des bouleversements actuels dans le marketing numérique, dans le marketing même au sens large, d'une certaine façon, ça ne touche pas que le marketing numérique. Comment, comment les choses évoluent là, quand on parle de productivité, intelligence artificielle, les rôles dans les équipes de contenu, tous ces changements-là, comment tu vois ça, toi, en ce moment? Ben, en fait, j'ai pas réponse à tout. On va commencer par ça. Quand tu m'as invité, je me suis dit c'est parfait, on va pouvoir partager puis échanger sur nos points de vue. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont exactement dans cette situation-là où il y a des grands bouleversements qui viennent justement bouleverser les équipes, la façon dont les équipes travaillent, le futur des équipes, le budget, beaucoup de questions comme ça. Donc, je me suis dit, ben je vais nous préparer des sujets, mais je veux surtout
envoyer à tout le monde qui écoute aujourd'hui, dans le fond, quelques grandes questions qu'on devrait peut-être ramener dans nos organisations ou avec nos collègues marketing, mais aussi CFO, CEO, les présidents, les dirigeants, des grandes questions pour pouvoir avoir une meilleure réponse. Parce qu'en réalité, je pourrais vous partager mes points de vue, ce que je vais faire, mais l'important, c'est le contexte de chacun. Puis c'est ce qu'on fait chaque fois qu'on entre dans l'organisation, puis qu'on fait un petit diagnostic. Mais je me suis dit, ben tant qu'à préparer certains points, il y a déjà beaucoup de littérature sur l'IA, sur la productivité en création de contenu. Par contre, il y a des grandes questions qui demeurent encore un peu floues. Puis il y a surtout présentement beaucoup de pressions différentes. Fait que je me suis dit, partons avec ça, puis je vais vous lancer des questions que vous pourrez prendre en note ou qu'on pourra vous envoyer par la suite si vous voulez, comme repartir avec. On va les rendre Dans le fond, disponibles, oui. Ça va ouais, être dans tu sais, les notes, ça va être dans les courriels ouais. d'envoi et tout. Oui, oui, absolument. Puis, dans le fond, comme j'ai fait partie de plusieurs équipes de direction, je suis capable de me mettre dans la peau, dans le fond, de dirigeants marketing présentement qui se posent toutes ces questions-là dans le contexte actuel. Puis comme tu disais, j'aimerais bien commencer par le contexte. Dans le fond, au-delà de qu'est-ce qui va se passer avec les équipes de contenu et les stratégies de marketing contenu, il y a comme présentement comme 3 grandes pressions dans le contexte actuel. Le contexte économique, tu sais, il faut en parler là présentement. La plupart des marketeurs ou des dirigeants marketing prévoient une baisse de leur budget de 5 à 10%. Donc, on parle de, je pense que c'est 68% des décideurs marketing qui prévoient ça. Ça, c'est le minimum, c'est la médiane, mais on imagine qu'il y a certaines équipes qui ont dû faire des mises à pied, on l'a vu. Il y a des grandes entreprises qui ont fait largement de mises à pied aussi dans tous les secteurs en général. Il y a aussi cette quête au talent-là qui est toujours présente. Donc, est-ce qu'ils vont hésiter à investir en marketing dans les prochaines années? Est-ce qu'ils vont aller avec l'école de pensée de, ben non, pendant un ralentissement économique, il faut continuer à investir puis à être présent auprès des audiences pour justement ressortir en ayant gagné des parts de marché? Ou est-ce qu'ils vont tout de suite mettre, dans le fond, faire des coupures au niveau marketing? Donc, on le voit, on le sent, on l'a vu dans des entreprises d'ici aussi. Donc, une de mes questions principales dans ce contexte-là pour vous, à ramener à la maison, c'est ben, comment votre entreprise va soutenir sa productivité si au final, on coupe dans le marketing? Parce que productivité, ce n'est pas juste l'efficacité opérationnelle, mais c'est aussi de continuer à générer des leads puis à générer de la conversion. Donc, c'est une très grande question, mais qui peut amener quand même après ça à des belles discussions. Donc, c'est un des premiers. Le deuxième, évidemment, la transformation numérique. Tu sais, ça va plus vite qu'avant, là. On s'entend, là, avant, quand Parce Facebook qu'on est vieillit, ça, sorti, ou c'est vraiment vrai? Parce c'est que moi, mes vraiment vrai. parents, ils Quand on disaient que regarde les les choses courbes, allaient plus vite, là. Moi, mes ouais, parents puis mes ouais, grands-parents, ils disaient: Hey, ça va plus vite qu'avant, ça va plus vite ouais, qu'avant. ouais. C'est juste parce qu'on vieillit ou ça bouge vraiment plus vite? Ouais. Mais dans la littérature, on voit que les étapes de révolution, si on veut, qu'il y a eu dans l'histoire, celle-ci, vers l'IA, est beaucoup plus rapide que les autres qui pouvaient prendre un 25 ans. Là, on est plus sur des 5 ans. Donc, ceux qui, par exemple, se disent, la transformation numérique, j'aurai le temps, on est toujours un peu en retard au Québec de toute manière, ben, elle est là. Et elle est même renforcée par les big tech. Les big tech qui utilisent la vitesse pour justement éviter d'avoir des freins gouvernementaux ou des freins sociaux à leur innovation, sont allés le plus vite possible et entre eux, en plus, se sont fait concurrence le plus vite possible, ce qui fait qu'aujourd'hui, même les États, les gouvernements sont pas en mesure d'avoir l'expertise pour pouvoir mettre des freins, par exemple, au développement de l'IA. Donc, oui, ça va vraiment plus vite. Et ça met une pression sur les équipes de marketing parce qu'auparavant, on disait tout le temps qu'il y avait une transformation numérique quand on est arrivé avec les médias sociaux, avec toutes les plateformes numériques publicitaires. Mais là, on est vraiment ailleurs. Et non seulement ça, on n'aura peut-être pas 1, 2 cycles pour l'apprendre et pour se réorganiser. Les employés pourraient commencer immédiatement à utiliser ChatGPT. On va en reparler un petit peu plus, mais c'est un facteur présentement qui est plus grand que nous, plus grand que nos organisations.
Fait que la question que j'aurais pour vous, puis celle-là aussi je vous l'enverrai, c'est est-ce que vous avez pris le temps d'identifier en quoi l'intelligence artificielle va ajouter de la valeur dans vos contenus? Puis une fois que ça c'est fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puis surtout, c'est quoi Mhm. votre plan de gouvernance? Quand est-ce qu'on l'utilise, puis quand on l'utilise pas? Puis est-ce que votre équipe est au courant de ces normes-là? Donc, avoir cette discussion-là franche, parce que ils vont le faire tout quand même. Donc, c'est Ah ça. oui, absolument. Oh non, tout Ouais, le monde en ce moment teste un peu à gauche et à droite. ouais, Puis il y a ouais. beaucoup de ces essais-là qui se font de façon informelle. Mm, Puis les apprentissages ne percolent pas toujours à l'intérieur de l'organisation même. Quelqu'un ouais, fait une belle découverte avec un outil d'IA qui peut l'aider, mais ça veut pas dire que c'est encouragé. Et mm. donc, des fois, il y a toutes sortes de situations particulières qui peuvent se produire. Ouais. Et puis ensuite, ben, comme c'est arrivé extrêmement vite, ben, il y a des formations offertes, mais dans le fond, on se base sur quelle expérience, sur quel, tu sais, sur combien de temps est-ce qu'on a utilisé l'IA, entre autres choses, pour la création de contenu. Donc, on part quand même de loin. Puis le troisième, ben, c'est évidemment le troisième point de contexte important, je pense, à prendre en compte, c'est la protection de la vie privée présentement, puis les mesures de succès qui sont complètement bouleversées pour les équipes de contenu, dans le fond. Ouais. Tu sais, avec l'abolition des témoins tiers, où est-ce qu'on avait comme trouvé un certain mécanisme d'acquisition de leads pour nos contenus ou pour la conversion, ben là, on se retrouve à devoir démontrer le ROI des contenus puis des efforts marketing autrement. Euh, En plus de ça, on s'entend-tu que c'est pas toutes les équipes qui sont capables de démontrer le ROI, là, c'est pas Déjà, toujours. oui. Ouais, ouais. Puis, donc, il y a déjà un petit enjeu là. Puis en plus, il faut s'ajuster avec les prochains KPI du futur pour montrer l'efficacité. Fait que la troisième question que je vous lance, c'est est-ce que ce sera le retour, tu sais, à la course au fond du funnel, puis que le contenu va peut-être un petit peu moins shiny, ou on va quand même réfléchir au prochain KPI puis faire un business case toujours sur nos contenus. Évidemment, il reste quand même des indicateurs de performance qui sont Oui, encore oui, très oui. bons. Mais ça, on a quand même sorti quelques pistes. On pourra regarder ça tantôt, mais au final, on doit quand même retourner un petit peu en arrière de ce côté-là. Puis là, dans tes notes, tu écrivais là, donc ces trois facteurs qui deviennent une espèce de Control Alt Delete du marketing numérique. Là. Toi, c'est un reset total. Là. Tu vois ça comme étant OK, faut revenir aux bases? Ouais. Ben, peut-être que je prêche un peu pour ma paroisse parce que à la base, fille de RP devenue comme marketing, devenue aujourd'hui marketing B2B, B2C, tu sais, on revient quand même au b.a.-ba de est-ce qu'on est pertinent? Est-ce Ouais. qu'on crée des contenus de qualité? Et donc, c'est sûr que le contrôle alt-delete du marketing numérique, c'est surtout, ben, puis du marketing de contenu, c'est surtout moins de moyens financiers, besoin d'investir dans le changement technologique, puis de former les gens rapidement, puis on a moins de visibilité sur les mesures. Fait que, tu sais, ultimement, ça pourrait tourner un peu mal. Mais en même temps, le contrôle alt-delete, c'est aussi une opportunité, je pense, de dire, OK, parfait, comment est-ce qu'on fait les choses mieux dans le contexte actuel d'une surabondance, notamment de contenu. Oui. Fait que, tu sais, il y a d'autres pistes, là, c'est pas pessimiste, mais on est quand même dans un contrôle alt-delete au niveau de la mesure, au niveau des budgets. C'est pas simple en ce moment là, pour le marketing OK. de contenu. Donc, tu nous as bien mis la table. La table est mise. Mais là, tu veux décortiquer tout ça et aller un petit peu plus en profondeur. Là. Tu sais, Ouais. je faisais la blague, la boule de cristal là, pendant cette conversation-là. Alors, tu sais, je suis curieux. Tu sais, j'ai hâte de t'entendre. Là. Alors, Alors, par quoi est-ce que tu veux commencer, bon, Alex? ben, je vais commencer par le premier point que tu as mis dans les notes. J'aime ça. Protection de vie privée, l'effet sur la ROI. Tu viens d'y toucher justement Ouais, un petit peu, là. Fait que ouais, qu'est-ce que tu peux ouais, nous. Comment on peut. Parce que c'est un facteur important. Puis en ouais. plus, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans nos conversations avec les clients,
s'il y a une chose qui est quand même difficile à mesurer, puis on ne se le cachera pas, c'est le réel ROI du contenu, Mm. là. Tu Mm. sais, on ne peut pas toujours nécessairement l'attacher à du revenu, on ne peut pas toujours nécessairement l'attacher directement là, au dollar qui rentre. Alors, c'est toujours un défi. Donc, comment tu vois ça? En fait, c'est surtout à la base, la mesure du ROI du marketing de contenu, c'est un défi, mais aussi c'est pas toujours une pratique courante. Toutes les équipes se rendent pas nécessairement à rendre des comptes et surtout à en faire la promotion puis à montrer le retour sur, ou du moins les impacts ou un ROI si possible. Puis présentement, ben comme on a dit, bon, il y a des changements sur la protection des données présentement. Donc, ce que ça signifie, c'est maintenant qu'on va avoir la perte des témoins tiers d'ici la fin de l'année, tous les principaux navigateurs web vont cesser de prendre en charge les cookies. À ce Ils vont-tu moment-là, encore nous le remettre à 6 mois plus tard, à 1 an plus tard? Il me semble que c'est ça. ça fait 100 ans qu'on Ouais. décale Ouais, cette puis tu sais, on histoire-là. était enfin rodés sur les plans de diffusion de nos contenus. On était enfin capable de mesurer au moindre petit comportement, de recibler, Oui. de nourrir ce parcours-là. Puis là, finalement, pouf, OK, ben il faut revenir à quelle plateforme je peux maîtriser, quelles données je peux utiliser. Faut quand même y repenser beaucoup. Fait que c'est dans ce sens-là que le contrôleur delete arrive là. Par contre, tu sais, à ce moment-là, on avait un beau modèle, mettons, d'acquisition de clients, puis on pouvait acquérir rapidement. Tu sais, on acquiert, puis on va les réengager si jamais ils nous laissent tomber. Tu sais, si le churn rate est élevé, on va venir les réengager avec d'autres contenus, on les recibler. Mais là, ce que ça va nous forcer, c'est ah oui, il va falloir avoir une relation de confiance et de loyauté avec nos clients. Puis il faut comme refaire un petit peu un reset parce que comme on ne pourra pas les recibler tous, en tout cas pas ceux qui proviennent de l'extérieur de notre base de données à nous. Donc là, il va falloir justement s'assurer qu'on ait une bonne gestion, aussi en plus une bonne gestion de nos données primaires, là, donc ceux qu'on a acquis dans notre base de données. Puis après ça, ben, il va falloir chercher à savoir comment en acquérir davantage. Donc, il va falloir se questionner sur qu'est-ce qu'on a à offrir en contenu pour que les gens aient le goût de s'abonner, qui aient le goût de devenir membre, qui aient le goût, toutes les autres méthodes d'acquisition de loyauté. Donc, c'est quand même comme ça qu'on va arriver à probablement une meilleure mesure ROI. Dans le fond, là, on va pouvoir vraiment avoir une mesure sur notre base de données primaire. Par contre, à l'heure actuelle, il faut aussi se préparer. C'est-à-dire qu'il faut préparer nos exécutifs puis nos équipes à dire, ben, on mesurera plus de la même manière. Ça veut pas dire que ça performe plus du tout puis qu'on laisse ça à l'aveuglette. Donc, il y a plusieurs choses à étudier dans ce sens-là. Il reste tout de même, comme je vous disais, les données primaires. Fait qu'on peut prendre les données primaires qu'il va falloir augmenter. Il va rester le ranking SEO, les backlinks, la visibilité. Il va nous rester l'engagement des médias sociaux, de plein de plateformes, mais surtout, le CRM pourrait devenir roi. Fait que là, c'est comme la revanche un petit peu du CRM Oui, sur les publicitaires. cette bête des fois mal aimée et tout, Ouais, là, ouais, mais clairement, puis quand c'est bien fait, la valeur qui est possible d'en retirer, oui. la capacité d'être plus pertinent, Mm, quand on a de la donnée, quand on a ouais, une capacité de suivre un peu le comportement ou d'être capable juste de détecter certains signaux, des fois des signaux faibles, d'être ouais. capable justement d'aller rejoindre, je ne dis pas de l'hyper-personnalisation, mais d'aller rejoindre une cohorte parce que, bon, il y a La peut-être quelque chose segmentation. qu'on veut faire de Ouais, spécifique. C'est magique, là. ouais. Puis, tu sais, c'est dans The Economist, je pense qu'il disait que la ressource qui aura le plus de valeur maintenant, ce n'est plus le pétrole, c'est les données. Donc, tu sais que des thèses de New Currency, ça prend vraiment son sens présentement.
Puis le fait de faire votre plan de match, à savoir comment je mesurais les contenus avant et comment je vais les mesurer après, puis faites-vous-en pas si entre les deux, il y a un plan de transition. Il faut prévoir cette discussion-là à l'interne aussi pour s'assurer que on jette pas le bébé avec l'eau du bain parce que tout d'un coup, on a moins accès non seulement aux données, mais pas juste aux données de mesure, mais pas juste ça, on ne pourra plus réutiliser la même méthode. Fait qu'il faut comme revenir un petit peu à la table à dessin. Il y a aussi peut-être des partenariats avec d'autres marques qui vont pouvoir être intéressants d'exploiter un petit peu plus pour pouvoir avoir accès à d'autres données plus intéressantes et ciblées. Et ici, on parle d'association de marques parce qu'on ne veut pas nécessairement aller acquérir leurs données. Les bons vieux contenus dans les médias aussi, tu sais, les contenus syndication, Ouais. la donnée zéro, ça veut dire qu'il faut repenser un petit peu notre programme de membership, de loyauté, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer justement d'avoir une relation client ou une relation abonné, là, MQL, qui soit intéressante, beaucoup plus que celle qu'on faisait avant, dans le fond, qui nous permettait de shooter puis de réactiver. Ben là, il va falloir qu'elle ait plus de sens, à mon avis. Mais là, ça veut-tu dire qu'il va falloir se mettre à gater tout notre contenu, de barrer notre contenu derrière, de plus en plus de formulaires pour essayer C'est d'aller ça. chercher de la donnée pendant qu'on veut offrir de la valeur, là? C'est Ouais, genre, je vais t'en donner, mais juste si tu m'en donnes, je serai plus aussi ouais. généreux qu'avant. Oui, mais aussi, tu sais, est-ce qu'on s'est reposé la question sur nos formats puis notre offre, ou est-ce comme ça performait, on a continué à utiliser les mêmes formats, mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question, qu'est-ce qui a jamais été fait? Tu sais, oui, il y a certains contenus qui n'ont pas été faits, qui pourraient être guettés, puis les autres, évidemment, dans la surabondance de contenu à l'heure actuelle, on ne peut pas se mettre à tout guetter puis demander Non. les données à tout bout de champ. Je pense que l'important ici, l'objectif, c'est d'avoir une relation de confiance. Donc, Mhm, selon la mhm. marque, il va y avoir de la générosité, et puis à d'autres moments, il y aura des contenus mais est-ce qu'on s'est vraiment posé la question, un peu comme on le ferait pour un programme de loyauté ou de membership, ou même au niveau de l'entreprise en général ou de la marque? Est-ce qu'on s'est posé la question, nous, notre contenu, c'est comme si c'était un produit que les gens désirent? Ou est-ce qu'on s'est dit, faut être out there, je vais ajouter ma fréquence? Il y a une opportunité ici de se re-questionner, non? C'est une conversation qu'on a régulièrement sur la perception de valeur du contenu. Ouais. Le contenu est partout. Le contenu est partout dans l'organisation. Le Mm. contenu n'est pas que sur les canaux auxquels on peut penser. Là. Si je dis penser à 3 canaux de distribution de contenu, Mm. c'est pas juste ceux-là. Mm. Un haut dirigeant qui va faire une présentation dans une conférence, c'est du contenu qui est diffusé par l'entreprise. Et ça va jusque-là. Le rapport annuel de l'entreprise est du contenu aussi. Il y a une certaine partie de ce contenu-là qui est un peu plus dry, mais il y a une partie de ce contenu-là qui est une interprétation justement des résultats de l'entreprise, et ça fait partie de l'écosystème. Et cette perception de valeur-là, tu le disais un instant, dans l'offre de contenu que l'organisation, que la marque peut faire, le contenu fait partie de cette offre-là. Mm. On n'ira pas, puis ça serait exagéré de dire que c'est un produit en soi, mais ça fait partie de l'offre de la Mhm. marque pour aller Mm. générer de la demande, pour aller générer de l'audience, pour aller générer justement cette relation de confiance-là dont tu parlais. Mais cette perception de valeur-là, euh, elle est à travailler, elle est à Mm. améliorer, cachons-nous le pas, elle est à améliorer par rapport aux autres éléments qui peuvent exister dans Ouais. l'organisation. Fait que c'est tout un défi, mais si on commence à l'attacher à de la donnée, je trouve ça vraiment le fun parce que Ouais. là, Ouais. justement, il y a cette notion de dire, ben, la donnée déjà une perception de valeur à l'intérieur de l'organisation qui est déjà Mm. assez Mm. bonne, donc on travaille dans le bon sens. Mais c'est pour ça que j'en revenais avec la mesure du ROI, c'est-à-dire que euh, on va pouvoir encore la démontrer avec certains KPI, avec certaines données primaires. Par contre, mon questionnement quand je disais d'ajouter les contenus dans l'offre, c'est que là, on vient d'augmenter la valeur des contenus au sein de l'entreprise même. Je vous donne un exemple. En B2B, une entreprise de service. Entreprise de service, elle vend des humains. Donc, dans une stratégie de contenu,
nécessairement, il y aura probablement partage d'expertise, partage par des experts. Ben, il y a des niveaux de questionnement à se poser sur notre offre globale aux clients. Est-ce qu'on leur offre aussi des formations? Et là, ben, il y a certaines opportunités où est-ce qu'on peut effectivement aller tirer des données primaires, Oui. des données zéro, parce que ça a une valeur ajoutée qui est presque monnayable à ce Oui. moment-là. C'est un exemple quand même traditionnel, mais c'est de se re-questionner peut-être sur la qualité de nos contenus, peut-être baisser la fréquence puis augmenter la qualité à ce moment-là. J'aime ça. Ça, Mm. j'aime ça. C'est de la musique à mes oreilles. Je pense que ça fait, je sais pas, ça fait combien de fois, puis c'est le fun que tu le Ouais, mentionnes ouais, directement, là, mais on le mentionne depuis une couple ouais, d'épisodes, puis on le mentionne souvent ici, là. Il faut peut-être en faire moins, mais le faire mieux, là. mais ouais. Faut pas se Puis des gêner. Il y a tests, personne qui tests à bien, attend puis votre Il y a c'est personne ça. qui attend votre pause du jeudi, là. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est pas Non, vrai, là. C'est pas parce que vous avez fait un post tous les jeudis ou vous sortez quelque chose tous les jeudis que tout le monde l'attend. Non, non, c'est pas vrai. non, Ils non, non. attendent quelque chose de bon. Ça, oui. Ils espèrent Mm. quelque chose de bon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'était exactement ça, au sens que là, comme on avait certaines métriques qui nous permettaient de voir bon l'engagement avec nos contenus, avec les données tiers, là, donc notre diffusion à l'externe. Maintenant, il va falloir faire beaucoup plus d'A/B testing quand on va aller plus vers l'extérieur et s'assurer qu'on change nos objectifs de contenu. Donc, est-ce qu'on doit changer notre stratégie alors qu'on était dans nourrir nos données ou nourrir nos Mhm. audiences et donc ajouter un pan d'acquisition de données? C'est des questions importantes pour les entreprises. J'aime beaucoup ça. Puis t'as Mais, des questions, comme tantôt. Moi, j'aime ça. Là, moi, je le sais parce que j'ai les notes, mais tu as des questions justement à mettre sur la table. ouais. Ben, je pense qu'il faut se questionner sur comment est-ce que on va gérer les attentes au sein de l'organisation par rapport au changement de métrique, puis à ce plan de transition-là, puis peut-être au changement aussi d'objectifs. Ça peut même venir avec des opportunités. Comment faire comprendre à la direction aussi que on va être affecté, puis ça va prendre du temps, puis de la formation, puis de se préparer à atténuer cet impact-là sur la mesure. Est-ce que vous avez les bons spécialistes comme pour vous aiguiller ou peut-être venir en parler ou revoir la stratégie à ce moment-là avec vous pour s'assurer que votre plan de match est clair? Puis à quel point vous maîtrisez la segmentation puis votre base de données à l'heure actuelle parce que ça devient, ça l'était déjà très primordial, mais ça devient quand même important. Donc CRM et collecte de données primaires. Génial. C'était les petites questions là. Je t'amène sur ton prochain point dans ta Ouais. liste. Tu as une liste de points super pertinent. Le point suivant. Bon, on le sait, puis on vient de parler d'indicateurs de performance, on parle de mesures et tout, c'est super important. Mais tantôt, tu parlais d'un contexte économique. Tu Ouais. parlais d'un contexte économique qui n'est pas en ce moment, au moment où on se parle aujourd'hui, n'est pas le plus Mm. favorable de tous les temps. Mm. Puis il faut justifier toujours la contribution du marketing, là, si on s'en sort Mm. pas. Mm. Donc, comment les moyennes entreprises, les petites entreprises aussi peuvent Mm. s'en sortir ou comment elles vont se dépatouiller à l'intérieur de ça, sachant Mm. que dans certains cas, les budgets marketing sont peut-être statiques, ce qui veut dire qu'avec Mhm. une inflation, c'est comme s'ils reculaient. Ouais, exact. En fait, c'est une pression à laquelle j'ai pas vraiment la réponse directe pour tout le monde parce que ça va vraiment dépendre de chaque entreprise puis de chaque équipe. Par contre, si on regarde vraiment les grandes pressions là, dont on a parlé, là, la technologie, le changement de mesure, puis après ça, le contexte économique, ben ça place pas le marketing dans une place très favorable. Là. Puis présentement, en plus, bon, avec, comme on sait, les réductions de budget, si justement on gère nos campagnes puis qu'on planifie pas bien nécessairement nos budgets, on pourrait se retrouver justement avec des campagnes vraiment affaiblies. Et là, ben, notre crédibilité en prend un bout. Puis en plus, ça va être difficile sur les équipes parce que les équipes vont devoir reprendre beaucoup d'activités qui étaient peut-être imparties à l'externe ou d'autres campagnes qui performent moins bien. Donc, ça peut être assez démobilisant, mais surtout de façon plus globale, l'enjeu, c'est que déjà au Canada,
puis c'est pas moi qui le dis, il y a une étude qui dit qu'on n'investit pas assez en marketing par rapport au reste du monde. On est au bas de la liste des pays du G7 en termes de productivité depuis les années 70. Puis là, on est dans un contexte économique qui va pas bien, puis on coupe les budgets. Ouais. Puis quand on coupe les budgets marketing, qu'est-ce qu'on coupe en premier? Eh oui. Ça arrive souvent que c'est les équipes de marketing de contenu. Donc, et moi, je trouve ça je trouve ça contre-productif parce qu'effectivement, on ne va pas avoir de campagne marketing qui convertissent. Donc, on stimule pas plus l'économie. Donc, au final, on a un effet quand même assez boule de neige vicieux sur ça, mais surtout, on reste pas pertinent pour la marque parce qu'on coupe le plus possible dans les contenus qui nous rendent pertinents, puis on sauve tout sur le média. Puis là, au final, ben, on fait des copier-coller en espérant de nos anciennes campagnes, en espérant que ça convertisse comme avant. Moi, je pense que c'est quand même un enjeu assez important. Le pire là-dedans, c'est que c'est pas nouveau. C'est des cycles qu'on a vécu dans le passé. C'est des cycles sur lesquels il y a eu de la recherche. Il y a eu de la littérature, tu parles de littérature et tout, puis il y a un article justement sur notre blog Toast qu'on avait sorti au début de la pandémie sur cette idée-là. Attendez, là, en moment de panique ou en moment de récession ou en moment de troubles financiers ou d'incertitude, faut faire attention parce que couper justement dans le marketing, couper dans ce qu'on vient de discuter, a un impact négatif à long terme. Donc, il y a des réflexions qui doivent s'effectuer. Il y a une juste balance à trouver entre les deux. Ça, c'est essentiel. Puis les chiffres l'ont démontré. Si on coupe trop, l'impact se fait ressentir bien au-delà du cycle économique qui a déclenché un peu ce move-là. Surtout qu'il y a quand même, dans certains cas, encore là, ça dépend de l'industrie ou des entreprises, mais en plus, il y a des opportunités. Parce que s'il y en a qui ont vraiment pas le choix de couper leur visibilité, ben nous, on peut les prendre, ces parts de marché-là, pendant ce temps-là. Dans le fond, c'est contre-productif, mais c'est aussi que nous, dans le fond, comme équipe de marketing de contenu, quand on arrive au sein de notre entreprise, il faut être capable de démontrer le ROI pour pouvoir ensuite, lors de situations comme celle-là, où est-ce que le CFO est tenté de protéger ses liquidités, même si ça va bien encore, ben il faut être capable de leur montrer cette valeur-là puis l'importance de ça. Donc, et c'est pas moi qui le dis, dans l'étude, encore l'année passée, il y avait une étude de l'Institut AOI qui disait que dans le fond, la problématique qui nuit à la productivité des entreprises canadiennes, c'est pas tant la faiblesse de R&D ou de l'innovation, c'est plutôt celle du marketing. Où est-ce qu'on investit 10% de moins. Par exemple, si on prend les entreprises de logiciels canadiennes, investissent 10% de moins minimum, si c'est pas 20, que celles aux États-Unis. Évidemment, avec un plus grand volume aux États-Unis, mais tout de même, je pense que c'est un problème qui existait avant, puis là, ben, on se fait défenseur de ça, puis c'est pas évident, surtout quand le marketing de contenu est quand même encore récent ou permet pas toujours de démontrer sa valeur. On en parle plus qu'avant. Il existe depuis, finalement, quand on regarde, il existe depuis presque toujours, mais on en parle beaucoup maintenant, puis je pense que sa jeunesse, sa pseudo-jeunesse fait en sorte qu'il est des fois peut-être plus à risque. Ben, pas plus à risque, mais il est considéré justement dans la liste de comment on peut optimiser nos différents budgets. Puis, dans le fond, c'est de peut-être dans les questions que vous pourrez ramener, ça pourrait être, par exemple, est-ce que présentement mon marketing de contenu est reconnu ou pas dans l'organisation? Est-ce que je fais de l'effort de calculer un ROI, même si c'est pas parfait? Au moins, monter un petit business case, puis d'en discuter, démontrer justement que dans le contexte difficile, faire un petit business case de qu'est-ce qui doit absolument demeurer, qui est incontournable. L'autre chose qui peut être questionnée, c'est est-ce qu'on a vraiment bien revu notre budget? Donc, est-ce que le mix média pour la diffusion de nos contenus est vraiment optimisé?
Avant de couper dans la qualité et la création de contenu, est-ce qu'on peut regarder les plateformes, faire des choix des fois difficiles, mais y aller pour les plateformes qui performent vraiment bien. Puis ça, on peut le faire simplement en regardant le coût par KPI de chaque plateforme. Puis peut-être avez-vous même fait un business case pour ajouter des contenus de très grande qualité pour vous démarquer, pour qu'au bout du compte, vous ayez pas juste optimisé le budget, mais vous ayez fait peut-être plus d'impact. Parce que c'est pas parce qu'on est en récession qu'il faut se retenir de présenter des business cases. Et au pire, aller, on se fait dire non, on n'aime pas ça, là. Ben, au pire, aller, on se fait dire non. Tu sais, c'est pas des nouveaux défis. C'est des nouveaux défis qu'on met aujourd'hui, toi et moi, à la lumière d'un contexte économique qui est une réalité quotidienne en ce moment. Mais toutes les questions que tu mentionnes, quand on y pense, ce ne sont pas du tout des nouvelles questions. Mais je pense que c'est des questions importantes à se poser en ce moment. C'est des questions que tu soulèves qui permettent peut-être d'éviter certains angles morts, donner certaines idées, de se dire « Ah oui, je vais l'aborder de telle façon. Ah oui, je vais peut-être justement aller chercher cette chose-là. » Parce qu'il y a... On le dit toujours, là, puis c'est les vieux dictons. Premièrement, le dicton que je cherchais pendant que tu discutais, je me suis googlé quelque chose, mais « Never waste a good crisis ». Je me souviens plus qui a dit ça, là, puis je sais même pas si c'est attribué à quelqu'un, à trouver, bref, à googler, mais profiter du moment, justement, qui est en ce moment dans certaines entreprises plus important que d'autres, là, mais c'est des opportunités qui se mettent là. C'est non pas des freins nécessairement. Donc ça, c'est important de garder. Il y a de l'espoir. Si on était ensemble, on va dire, OK, là, on va s'arrêter, on va prendre un shooter, là, puis on va continuer. Mais c'est plein d'espoir, tout ça. Là. Donc, all right. Fait que ça, il y avait des questions. Puis là, gestion, création de contenu, ça peut être impacté de façon positive ou négative en fonction des questions qu'on se pose. Comment tu as écrit ça, là, puis tu l'as souligné. Là, je te laisse là-dessus. Là, raconte-moi ça. Ben, en fait, c'est parce comme tu viens de le dire, je vais faire du pouce là-dessus. Never waste a good crisis. Il y a des impacts néfastes à ce que je viens de vous dire, qu'on peut imaginer. Il y a aussi des opportunités. Fait que moi, je vous lancerai ces questions-là à garder en tête. Pourquoi je vous offre plus ces questions-là? C'est parce que des fois, ça fait longtemps qu'on est dans notre propre stratégie de contenu, on la regarde de très, très proche, on l'améliore, mais est-ce qu'on l'améliore assez ou est-ce qu'on va ailleurs? Puis là, on est dans un contexte de changement de KPI, de changement de technologie, de contexte économique, on a moins de budget. Puis on ne pourra plus se mesurer de la même manière. Fait qu'il faut peut-être oser un petit peu plus pour arriver au bout de l'année, puis l'année 2025 plus performant. Fait que je vous envoie ces questions-là, mais tu sais, le mieux, c'est d'avoir une conversation, dans le fond, souvent avec quelqu'un qui a des yeux frais sur la situation. Parce que je vais souvent, dans certaines organisations, parler de leur stratégie ou de l'organisation de leur équipe. Puis, ben, il y a des choses qu'ils voient plus à la force, à la force de faire les choses toujours de la même manière. Fait que j'y vais un peu en rafale. Fait que si on part, par exemple, de ce que je viens de vous dire, on peut se demander, est-ce qu'on mise sur la fréquence ou la qualité des contenus à l'heure actuelle? On peut se challenger un petit peu là-dessus. Il y a saturation des contenus, on l'a dit tantôt. On en fait déjà beaucoup plus que ce que les audiences en demandent. T'sais, présentement, puis il y a comme un découragement aussi de certaines audiences. Les audiences nous ont dit qu'elles venaient sur les médias sociaux, je vous donne un exemple, pour se détendre et connecter. Est-ce que c'est ça qu'on leur offre? Est-ce qu'on les écoute pour vrai? Je suis pas convaincu que c'est la posture que prennent toutes les organisations en considérant le contexte dans lequel ces contenus-là vont vivre. C'est ça. Puis 90% des marketeurs, selon une étude, prévoient augmenter la fréquence. Puis seulement 55% prévoient augmenter la qualité. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à l'heure actuelle dans la surabondance de contenu? D'autant plus qu'il y a des contenus d'autopromotion qui aussi peuvent vraiment déranger les audiences. Oui. Fait que l'autre question que j'aurais suite à ça, c'est comment est-ce que vous vous démarquez dans vos contenus à l'heure actuelle? Est-ce que vous faites des contenus que la compétition peut faire aussi? Est-ce qu'il y a des éléments d'information qui, en plus, vont être repiqués dans votre ranking SEO qui est original, là?
C'est de la création originale de fond de contenu, pas de forme, c'est pas du recyclage, ça vient vraiment de vous. Dans le cas où est-ce que l'espace est déjà saturé, ben ça serait une belle façon de se démarquer, mais en plus, on va être remercié par le SEO par la suite. En plus, l'enjeu, c'est pas tellement d'être visible, mais d'avoir de l'impact à travers cette surabondance-là, donc d'être unique, d'avoir de l'impact. Puis, même chose au niveau créatif et visuel. Tu sais, à quel point est-ce que notre marque se démarque des autres ou est-ce que c'est la même couleur que les autres sur LinkedIn? c'est Il y a une palette assez constante sur LinkedIn, t'as raison. C'est comme si tout le monde s'habillait pareil pour aller, dans un bar. Là. Puis, tu sais, par exemple, Alex, quand tu regardes LinkedIn le soir, qu'est-ce qui fait que tu vas décider que c'est un contenu que tu as le goût de partager? Oh mon Dieu, moi, en ce moment, de ces temps-ci, je regarde puis je me suis tourné vers ma conjointe avec un gros soupir l'autre soir en disant hey, il y a tellement trop de patentes qu'il faudrait que je lise puis que j'ai envie de lire, puis je fais juste finalement scroller vers la prochaine patente que j'aurais envie de lire parce que je suis victime moi-même du FOMO dont on parle par rapport aux audiences de nos propres clients. Je me dis, c'est-tu le meilleur contenu en ce moment pour moi ce soir? Fait que je vais aller plus loin, voir s'il y a quelque chose d'autre. J'arrive à quelque chose d'autre, puis j'oublie le premier, je suis rendu au deuxième, je me pose la même question, puis je finis la soirée avec ma petite camomille, puis j'ai pas lu rien. J'ai juste scrollé pendant 1 heure et demie. Fait que c'est dur en ce moment. C'est dur de s'engager puis de dire, Ouais. OK, c'est celui-là pour ce soir. Est-ce que, par hasard, est-ce qu'on fait vraiment des contenus partageables? Troisième question pour tout le monde. Tu sais, est-ce que vos contenus, est-ce qu'on les crée de manière à ce qu'ils soient facilement accrocheuses, premièrement, mais aussi qu'il y ait de l'information de très grande valeur que, ben, j'aurai pas le choix de m'arrêter quand je scroll. J'aurai pas le choix. Il faudra que je le lise, ou du moins, ce sera dans un format très court, très digestible. Puis en plus, le fond va être intéressant. J'aurais pas le choix de le repartager parce que, wow! Fait que là, on est comme dans cette époque-là tu de... fais un lien, je suis obligé de faire de l'auto-promo. Unshameful auto-promo. Le dernier épisode avec Yann, c'était un des éléments. C'était, est-ce que les gens vont vouloir en parler? Puis quand tu parles de partager, c'est un peu ça. Est-ce que ça va être tellement bon ou ça va avoir apporté tellement une valeur à un point tel que les gens vont être game d'en parler et de le partager à d'autres de façon humaine? C'est la question à se poser. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film de Barbie, est-ce que tout le monde en a parlé? Évidemment. Le budget et la stratégie étaient toujours over the top. Tout était over the top. Tout était plus grand que nature. Là, évidemment, c'est un exemple très commercial, puis là, je vais me faire bombarder par ceux qui étaient plus Oppenheimer. Et peut-être pas accessible à tous les portefeuilles aussi. Là. Ben non, mais par exemple, tu sais, par exemple, je pense que c'est plus de 50% de ce qui est partagé sur Facebook, qui est partagé en général, qui reçoit pas vraiment, ou sur un blog, qui reçoit pas vraiment d'autres backlinks. Et puis, c'est un nombre phénoménal d'articles qui sont jamais partagés. OK, mais si on le mesure, ça, on devrait le savoir. Donc, tout ce temps qu'on passe sur la fréquence, si on prenait ce budget et ce temps-là de nos ressources pour peut-être faire une recherche plus approfondie, faire un partenariat avec une autre entreprise et apporter une valeur ajoutée. Bref, je pourrais continuer longtemps, mais je vais continuer. Le format, donc tu l'as dit tantôt, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, puis ben il faut que le format soit proche. Donc, quel format est-ce que vous développez dans les circonstances à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous devez prévoir que la concurrence va faire? Puis là, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ce serait, tu penses? Quelque chose de nouveau par rapport à la concurrence, tu veux dire? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut prévoir, par exemple, pour les organisations, là, leur concurrence, qu'est-ce qu'elle va faire? Je te laisse y aller, je donne ma langue au chat. Ben, s'il y a certains concurrents qui sont plus rapides puis qui augmentent leur productivité avec l'IA puis qui continuent, eux, à investir,
Nous, on va les perdre, Ah les ben parts là, de marché, les on parts fait de du voix. surplace, puis l'autre est en Ben, Formule 1, là. c'est ça. Fait que, C'est... tu sais, si vous avez un business case à faire à l'interne, n'oubliez pas de parler de ça. Après ça, ben, sur quel KPI est-ce que vous allez miser selon votre écosystème à vous, là? Ça aussi, il faudrait qu'on en parle de façon plus cas par cas. Puis finalement, tu sais, comment est-ce que vous devez préparer vos talents au changement? Changement IA, quelle formation, quel cheminement professionnel. S'il y a de l'investissement dans vos entreprises sur l'IA présentement, il y a aussi beaucoup d'attentes que la productivité s'améliore. Puis souvent, on donne pas beaucoup de temps. Hein? On se dit, la première année, ça va déjà Ouais. rentabiliser l'investissement, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc, puis s'assurer de garder le ton de la marque à ce moment-là. Fait que c'est quand même des questions importantes, je pense, à l'heure actuelle. Mais dans ce contexte-là, puis là, je vois, là, on pourrait en parler pendant des heures. Je pense qu'il Oui, va j'ai falloir même se 48. garder certaines choses. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs qu'on serait Ouais. capable d'aborder ensemble. Mais, tu sais, dans ce contexte-là, comment vont évoluer les équipes en Ouais. contenu? Tu viens de mettre plusieurs enjeux, plusieurs défis, plusieurs réalités sur la table. J'arrête pas de parler d'avoir mis la table, mettre des affaires sur la table et tout. On est vraiment autour d'un repas, puis on jase Ouais. à l'heure du lunch. Mais les rôles vont devoir évoluer aussi. Comment tu vois ça Ouais. dans ta Ouais. boule de cristal? Ben, j'espère. Moi, j'aime bien partager mes réflexions, mais en réalité, je pense que tout le monde en a à l'heure actuelle autant. Tout le monde a des hypothèses, disons. Là, ce qu'on voit présentement, c'est beaucoup l'utilisation pour création, révision de contenu, d'images, euh, déclinaison des calendriers éditoriaux, médias sociaux, Oui. des tactiques comme ça, améliorer les textes SEO, tout ça. Mais là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis je me suis dit, et si au lieu de penser au rôle que ça Mhm. crée comme spécialiste IA, donc Ouais. bon, Par exemple, il oui, y a c'est ça. beaucoup d'articles qui parlent des prompteurs, là, que tu vas devenir un spécialiste prompteur en stratégie, spécialiste prompteur en conception graphique, etc. Mhm. Si on regarde, on tourne ça de bord, ça veut dire aussi qu'il va rester une opportunité pour créer des équipes et certains rôles sur le contenu authentique. Mhm. Ah, Fait qu'au utilise le fond, mot authentique. Qu'est-ce que tu veux dire par authentique? ben, sur les contenus qui sont pas synthétiques, Ah qui oui, sont OK. pas créés ou améliorés par l'IA, c'est le bon vieux vintage, c'est-à-dire qu'on sent que c'est pas du remâchage, du recyclage de contenu, qu'il y a eu une recherche derrière, qu'il y a eu de Oui. l'innovation dans le fond du contenu. Donc, des spécialistes qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on doit mettre comme information, comme fond, au lieu de faire comme tout le monde et utiliser l'information qu'on trouve de l'IA ou du machine learning qui, on sait, est polluée quand même aussi. Ça peut être intéressant de réfléchir à ces rôles-là, je trouvais. Ben, mais je pense que ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est de dire, est-ce que je vais dans une solution plus accessible ou est-ce que je fais un contenu qui va un petit peu plus en profondeur? Tu parlais de C'est ça. recherche, tu parlais de réflexion par rapport à ça. Mm. Je pense que de façon inhérente, il y a en ce moment, on est en 2024 au moment où on se parle, il y a certaines limitations par rapport à ce que l'IA peut nous apporter en termes de Ah oui. génération de contenu, génération visuelle et autres. Mm. On l'utilise, la plupart des agences, la plupart des gens l'utilisent, Mm. le testent aussi. Euh, mais lorsqu'on commence à en voir les frontières, c'est Mm. là qu'il faut se dire, OK, comment est-ce que je peux, tu parlais, comment je réussis à me distinguer de la concurrence, comment je fais pour être pas la même couleur que tous les autres sur LinkedIn. Ouais. C'est comment on réussit à créer cette distinction-là en ce moment et à court, moyen terme. Je peux pas me Mm. prononcer, j'ai une formation d'ingénieur informatique, fait que ça peut bouger vite. Des fois, je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression qu'ils vont réussir, mais à court et moyen terme, il y a cette capacité d'élargir les œillères quand on commence à Mm. voir les frontières de ce que l'IA peut Mm. nous amener, qui est humaine et qui va passer par le côté justement non synthétique, comme tu dis. Puis concrètement, si vous vous posez la question de votre équipe du futur, tu sais, j'irai encore plus loin, là. Disons, les contenus authentiques qui sont pas synthétiques, qui visent à se démarquer plus qu'avant, ben, on a des gens, justement, qui sont attitrés à trouver ces idées-là. Puis, il y a au moins 3 grands thèmes où est-ce qu'on pourrait s'assurer de toucher. Toutes les histoires humaines
ne s'invente pas avec l'IA. Donc, tout le storytelling qui vise des personnes qui existent. Hein? Bon, Mhm. après, on peut faire de l'itération, on peut faire de la recherche avec l'IA, mais c'est une vraie histoire. Ensuite, tout ce qui est des idées, des opinions, Mhm. la couleur que ça aura quand ça sera, tu sais, parce que dans le fond, au final, là, quand on va se rencontrer au bureau, au restaurant, on va être encore des humains. Puis on va encore se partager ces idées-là et on va vouloir encore être capable de le faire. Donc, on va vouloir aussi l'entendre. Moi, je reste optimiste par rapport à ça, qu'on va en vouloir des contenus, des points de vue humains. Puis, le troisième, c'est tout ce qui fait vivre l'émotion. Mhm. Présentement, quand on demande à ChatGPT de rendre ça un petit peu plus empathique, ça marche, mais c'est ça. Mais C'est... non, c'est intéressant. Puis j'aime beaucoup tu sais, tes 3 points, qui est le premier, tout ce qui touche l'histoire humaine, tout ce qui touche Mm, l'histoire des humains, elle se doit d'être collectée mm, à partir justement d'histoires bien réelles. Tu parlais mm, d'authenticité tantôt, je pense qu'il y a un lien avec ça. Fait que c'est quelque chose de vraiment le fun. Tout ce qui est prise de position, on a certains clients justement qui prennent position sur certaines choses. Cette décision-là n'a pas été prise dans un fichier Excel mm, nécessairement. Elle mm, a des fois été prise justement sur une notion de valeur, sur une posture que la marque peut avoir et tout. mm, mm. Puis le troisième, ben, faire vivre des émotions, ben, en ce moment, jusqu'à nouvel ordre, on est mauditement bon en tant qu'humain pour en faire vivre aux autres, Ouais, à tous les ouais. niveaux. Puis c'est sans compter que les directeurs artistiques, rédacteurs et tout autre créatif vont devenir le gardien du ton de la marque. Donc, oui, on peut s'inquiéter pour leur rôle, mais en réalité, ils vont devoir s'assurer que les produits ou que les contenus qui sont faits par l'IA sont bonifiés, qui vont devenir encore plus essentiels aussi à mon sens, parce que comme tout le monde va utiliser les mêmes outils, il faut quand même démarquer nos contenus pour pas qu'on devienne une équipe de copies ambulantes. Euh, donc, c'est un peu avec ça que je vous laisserai pour cette, dans le fond, pour ce point-là. Mhm. Euh, puis je pourrais vous envoyer un petit recap là, de toutes ces questions-là si on Ouais. veut. Mais ne serait-ce que pour celle-ci, c'est quelles opportunités vous auriez à créer des contenus qui peuvent pas être créés par l'IA, puis qu'est-ce que vous allez investir, comment vous allez optimiser votre budget sur ce qui peut avoir de l'impact et puis qui peut être seulement créé par des humains à l'heure actuelle. C'est définitivement la conversation du moment. Puis je pense que je t'amène un peu sur, tu sais, on approche de notre heure. Mon Dieu, ça passe vite. Oui, Euh, oui. comment comme dirigeant, comme Mm, gestionnaire, mm, comme chef d'équipe, comme leader dans l'équipe, comme personne qui fait partie d'une communauté qui œuvre dans ce magnifique secteur qu'on adore, qui est le contenu au sens large, comment on parle de ça? Comment on en parle? mm. Avec quoi on peut repartir pour pouvoir discuter de tout ça? Mais je pense que quand on se prépare, on connaît déjà un petit peu l'analyse de notre situation avec les questions que je vous ai posées aussi. Fait que je pourrais vous envoyer la liste de questions, mais je pense que l'important, c'est d'avoir des discussions ouvertes, de savoir est-ce qu'on s'est déjà posé les questions, premièrement, puis sinon, ben, est-ce qu'on les remet de l'avant auprès de nos équipes. Moi, j'aime beaucoup le travail d'équipe, donc souvent, il y a plein d'autres questions qui peuvent venir de vos collègues, de vos équipes, qui peuvent justement être remontées puis créer justement des idéations typiques à votre entreprise. C'est ça qui est important à ce moment-ci, c'est de se poser les questions. C'est sûr que il y a des gens qui aident à réfléchir aussi. Fait que vous pouvez faire appel à ça. Tu sais, ça peut être simplement un petit diagnostic ou une petite discussion autour de ben là, je sais pas comment m'y prendre pour telle situation et c'est du cas par cas. Donc, mais la question, c'est vraiment de vous poser les questions en premier sur qu'est-ce qui performe, comment je vais changer ma mesure à l'interne, la mesure de mes contenus. Est-ce que j'ai des contenus partageables, d'impact, uniques et quels seront les rôles du futur? Mais ça, c'est des super belles discussions à avoir en équipe en plus, de façon récurrente pour faire évoluer les choses. Puis je pense on est à un moment où ces discussions-là peuvent être faites, peuvent avoir lieu avec l'ensemble de l'équipe. C'est ça. On n'est pas nécessairement dans une dynamique, et on n'est pas, en fait, dans une dynamique top-down de dire Non. réfléchissons en tant qu'exécutif et amenons les décisions.
les décisions seront prises par les gestionnaires, par l'exécutif, par Mm. les chefs, Mm. peu importe le nom qu'on veut leur donner, là. Mais les conversations autour de toute cette réalité-là, parce que les choses bougent vite, Mm. je pense, méritent d'être faites en équipe. Et il y a énormément de valeur à aller chercher dans la Mm. diversité qu'on peut avoir dans une équipe de contenu, où les gens qui sont impliqués ou qui touchent de près ou de loin au contenu, on le dit souvent, impliquer les parties prenantes à l'intérieur de l'organisation pour justement aller chercher la La valeur vision. de tout Mm. ce qui est produit. Ben, dans ce Mm. cas-ci, je pense qu'on a une belle opportunité On par est rapport à dedans, ça. là. Ouais, ouais, tout à fait. Puis en même temps, ben, ça sensibilise tout le monde à la situation, puis à l'importance de démontrer l'impact, puis à valoriser le marketing de contenu avec justement des faits concrets, de la mesure, et puis d'améliorer aussi notre productivité avec les nouveaux rôles et les nouveaux outils. Donc, d'aller au-devant si c'est pas déjà encore fait ou qu'on vous en a pas parlé, peut-être aller au-devant de ces discussions-là de façon à bâton rompu pour commencer. Puis, même chose, peut-être vous faire questionner par des gens de l'externe qui, eux, ont vécu d'autres choses. Et puis, ben, de pas trop acheter tous les conseils qui viennent dans une boîte, qui sont toujours, qui s'appliquent pas nécessairement à tout le monde, mais plutôt d'y aller de façon personnalisée puis organique selon ce qui se passe pour vous. Magnifique. Super mot de la Mm. fin. Merci, Noémie, d'avoir pris 1 heure de ton précieux temps pour venir jaser ici. C'était comme toujours un plaisir. Nous, on en a plus souvent des discussions ensemble, mais de pouvoir prendre le Ouais. temps de framer ça puis de formater ça un peu pour l'offrir à tout le monde. Un grand merci pour d'avoir fait ça. Alors, pour tout le monde qui est là et tout le monde qui écoute, un grand merci pour l'écoute. On se revoit à un prochain épisode très, très, très bientôt. Mm. Et entre-temps, on vous souhaite tout le succès avec votre contenu. Donc, on se revoit très bientôt. Merci. Au revoir. Bye!